Bonjour à tous, bonjour, merci beaucoup. C'est Diabel Ndao de l'ITC, coordinateur national du programme NTF4. Nous sommes 46, je pense que c'est un très très bon nombre pour que l'on puisse débuter. Je vais pour l'instant laisser juste la parole à M. Ousmane Gueye, qui va modérer nos discussions d'aujourd'hui dans la suite du programme. Ousmane, je te laisse le micro, tu peux commencer. Merci, merci à vous, Diabel. C'est vraiment un réel plaisir de modérer cette importante rencontre sur le digital, ce webinaire, qui va parler bien sûr des résultats de Luca, que l'on remercie et que l'on félicite déjà. Et bien sûr, remercier en même temps tous les partenaires qui se sont impliqués. On n'oublie pas Optique, bien sûr, et puis Diabel, toi et toute ton équipe. C'est vraiment un plaisir de retrouver l'ensemble des acteurs que j'ai le plaisir de côtoyer régulièrement dans mes émissions et depuis un mois dans mes panels en ligne. Donc, rapidement, pour démarrer, le programme, il est là. D'abord, une introduction par Diabel Ndao, le coordinateur national du NTF4 Sénégal. Nous allons également passer à la présentation des principaux résultats et enseignements de l'enquête par Luca, avec notamment Max Smith qui est déjà là au rendez-vous. Nous allons également donner la parole au président de Optique, Antoine Gomme, pour les différentes appréciations de l'organisation des professionnels des TIC. Et puis, nous passons également aux discussions avec notamment les représentants du ministère de l'économie numérique et des télécoms et bien sûr des autres acteurs, dont le ministère de l'économie du Sénégal. Pour démarrer, donc, nous allons donner la parole à Diabel Ndao. Diabel Ndao qui va donner un mot d'introduction. Diabel Ndao. Oui, merci beaucoup Ousmane. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Diabel Ndao, donc je suis le coordinateur national du projet NTF4 Sénégal, dont je vais vous dire quelques mots tout à l'heure. Mais tout d'abord, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui sont présents aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'on était 45, on est une cinquantaine pour l'instant, mais je pense qu'on sera un peu plus nombreux au cours de ce webinaire-là, qui sera quelque chose de très intéressant, je pense, parce que faisant un focus sur notre secteur et sur comment nos entreprises-là vivent cette crise du Covid. En tout cas, donc merci de cette présence-là, merci pour la mobilisation, merci à Optique, aux représentants des ministères qui sont là, aux partenaires qui sont là. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits et qui sont actuellement présents. Ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous ces représentants. Et merci aussi à toutes ces entreprises dont beaucoup ont participé à cette étude-là, à cette enquête. Ils ont accepté de jouer le jeu et d'échanger avec les enquêteurs de Luca. Et donc, on en arrive à un très bon rapport, enfin, une très belle étude, un très bon rapport sur comment ces entreprises-là vivent le Covid aujourd'hui. Donc, peut-être juste avant, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes par la suite, Ousmane. Et peut-être 2-3 minutes juste pour dire, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le projet NTF4. Enfin, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent le projet NTF4. Et quelques mots, NTF4 pour Netherlands Trust Fund. C'est un projet qui accompagne le secteur du numérique donc, sénégalais pour son développement, accompagnement à différents niveaux. Et c'est un programme donc, qui bénéficie de l'appui financier des Pays-Bas et qui est exécuté par l'ITC, donc le Centre du commerce international pour lequel je travaille. Donc une partie basée à Genève, une partie basée ici à Dakar. Et nous travaillons donc avec nos partenaires locaux qui sont donc pour le compte du secteur public, avec le ministère en charge du commerce et des PME via la CEPEX, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, et la direction du commerce extérieur aussi avec lesquels on travaille. Je pense que M. Mboti est là aussi, M. Baptiste, le secrétaire général de la CEPEX, est également là. Et donc, côté secteur privé, avec Optique, bon, je remercie beaucoup le président Antoine Gomme qui est présent avec nous et son secrétaire permanent, Abdoulaye Sey aussi, avec lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois-là. Enfin, on travaille beaucoup depuis le début du projet, mais particulièrement ces derniers mois pour l'organisation de ce secteur-là. Donc, c'est l'enquête
Je disais que l'accompagnement du projet se faisait à différents niveaux. Je vais y aller très, très rapidement. Il y a le niveau, au niveau national, on travaille avec la stratégie d'exportation des services IT-BPO. Il y a les niveaux plus institutionnels avec nos représentants, nos partenaires, ces parties prenantes que sont Optique et la CEPES, dont je viens de parler. Et au niveau des PME et startups, avec ce focus-là de développement de leur compétitivité commerciale qui passe par un accompagnement d'élaboration de leur stratégie de développement, des formations, du coaching, de l'aide à l'accès au financement. Et l'autre levier qui est le levier promotion à l'international en particulier, avec la participation à différents événements, aussi bien nationaux qu'internationaux. Pour ce dernier volet-là, international, c'est un peu remis en cause depuis quelques mois à cause de cette pandémie-là, la pandémie du Covid, qui a été assez étonnante de la manière dont elle est survenue, aussi bien sur son ampleur que dans la durée. C'est vraiment quelque chose qui a été assez inattendu, mais durant lequel on a vu que le secteur du numérique, justement, était un des secteurs vers lequel beaucoup de les yeux se tournaient, qui a permis, au-delà comment dire ça, de permettre la continuité d'activité pour plusieurs de ces secteurs-là, a également vraiment pas mal participé à innover, à proposer des solutions pour accompagner l'État dans la lutte contre cette pandémie-là. Et qui plus est souvent de manière vraiment bénévole, on va dire. Et donc ce secteur-là, on dit que la pandémie a touché beaucoup de secteurs et on pense que le secteur du numérique est un secteur un peu moins touché, mais il n'en demeure pas moins que malgré toutes ces compétences-là dont on a vu, avec ne serait-ce que l'initiative Dan Covid, l'initiative Code Against Covid, qui a vu la compétence locale, comment elle a pu se mobiliser en si peu de temps et de donner autant de solutions et de voir que cette expertise locale-là peut vraiment faire des merveilles en si peu de temps. Et même dans la durée, comme on dit que toute cette relance, et je pense que tous les autres secteurs vont s'appuyer davantage de manière beaucoup plus structurante sur ce secteur du numérique-là. Mais comme me disait un des dirigeants de l'entreprise dont je tairai le nom, effectivement, ça peut être c'est une excellente opportunité. Ça peut être une excellente opportunité pour ces entreprises-là de ce secteur, du secteur du numérique. Mais encore faut-il qu'elles soient là au moment qu'elles aient pu faire face à cette crise-là. Tout cela pour dire que voilà, ces entreprises-là du secteur numérique, ces PME, ces startups, ont tout aussi besoin d'être accompagnées par les autres secteurs, parce qu'il n'en demeure pas moins que ce sont des entreprises avec les contraintes classiques que l'on trouve dans chaque entreprise, et avec cette crise-là, mais c'est tous ces défis-là de gestion des ressources humaines, des projets qui sont un peu gelés, voilà, tout ce que pas mal d'entreprises reportent aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons travaillé avec d'appuyer dans l'organisation de cette enquête-là, avec Optique et ACPEX, et on a confié cette enquête au cabinet Luca. Alors bon, Max va faire la présentation de ces résultats-là. Et on espère bien que cette heure qui nous reste sera vraiment l'occasion d'échanger aussi bien avec tous ces partenaires-là, tous ces intervenants et les représentants de l'État pour voir voilà, comment ce secteur-là vers lequel tous les yeux se tournent pourra effectivement être le secteur sur lequel qui va vraiment aider à faire face à cette crise-là, mais à bien redémarrer par la suite. Voilà, Ousmane, juste les quelques mots que je voulais dire dessus pour introduire, pour ne pas être trop long. Je vais te laisser la parole. Merci, Diabel Ndao, pour ce mot d'introduction. Diabel Ndao, coordinateur national du NTF4 Sénégal. On mentionne bien sûr la participation à ce webinaire naturellement du ministère du Commerce, du ministère de l'économie numérique, du ministère de l'économie et bien sûr des différents partenaires qui sont impliqués, l'UNDP, l'ARTP, le FDSUD, la DPME, le PTN et puis le PNUD. Merci à vous, Diabel Ndao. Nous allons à présent passer à donner la parole, disons, aux principaux acteurs, ceux qui ont mené
pour l'écosystème qui ont mené donc l'enquête. Nous allons donc passer la parole à Max Smith pour les principaux résultats et enseignement de l'enquête. Il va avoir 10 minutes, Max Smith, 10 minutes, mais vraiment 10 minutes, hein, parce qu'après, on ne va pas refaire naturellement toute l'enquête. Il va nous donner un peu les principaux points de l'enquête et puis après, dans la seconde partie, nous allons voir un peu les perspectives. Hein. Max Smith, donc nous donnons la parole au nom de Luca sur les principaux résultats et enseignements de l'étude. Merci beaucoup Ousmane et merci beaucoup Djabel. Donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Max Smith, je suis en charge de Luca, un service d'études de marché ici à Dakar qui a été créé par l'agence de recherche et de design YOUX. Donc, on va survoler rapidement les 5 résultats clés, quelques retours qualitatifs que les 50 managers des PME ont partagés avec nous et les orientations stratégiques à la fin du rapport. Et tout d'abord, avant de commencer, pour la méthodologie, nous avons donc contacté les 50 managers par appel téléphonique. Généralement, Luca, nous collaborons avec des enquêteurs locaux à travers 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Mais pour cette étude, nous avons réalisé les appels nous-mêmes en appelant les managers et je voudrais tout d'abord les remercier tous parce que le questionnaire était censé durer 15 minutes, un questionnaire court pour ne pas prendre trop de leur temps et pourtant la grande majorité nous ont accordé bien plus. Ils ont ajouté beaucoup de détails et ça a énormément aidé à cette étude et c'est ces détails-là aussi que j'aimerais bien mettre en avant aujourd'hui. Voilà. Donc, pour les 5 résultats clés. Le premier, 42% des managers craignent la faillite d'ici 1 à 3 mois. Et au total, 70% estiment faire faillite dans moins de 6 mois si les mesures actuelles restent les mêmes. Le deuxième résultat clé, 62% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer. 42% d'entre elles ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 50% de janvier à mai 2020. Le troisième résultat clé, 80% des entreprises ont vu leur stratégie d'expansion ralentir ou s'arrêter. Donc, cette stratégie d'expansion, c'est soit d'expansion nationale ou d'expansion à l'international et nous allons y revenir. Les entreprises ayant vu leur activité cesser ne sont pas présentes en dehors du Sénégal. Donc, toutes les entreprises qui ont vu leur activité cesser sont celles qui ne sont pas présentes en dehors du Sénégal. Pour les résultats clés plus positifs, 70% ont adopté le télétravail pour tous. Une entreprise sur 4, cependant, exprime des difficultés à maintenir une efficacité des employés à distance. Et le cinquième résultat, 46% des PME, soit près d'une PME sur 2, a lancé un nouveau produit ou service. Donc, comme Djabel l'a dit, c'est aussi un moment d'opportunité. On en reviendra dans le rapport. 24% ont mis en place des produits ou services en ligne en réponse à la COVID-19. Donc, 24%, près d'un quart des entreprises ont mis en place des produits ou services en ligne en réponse à la crise actuelle du COVID-19. Maintenant, il y a quelques verbatims, donc ce qu'on appelle des résultats qualitatifs qu'on veut mettre en avant. Le premier, à la page 9, nous n'en sommes qu'au début de la crise. On verra les défauts de paiement dans 3 mois. Il y a beaucoup de managers qui ont mis en avant le fait que les contrats annuels leur permettaient de survivre actuellement, mais néanmoins qui ont tenu à mettre également en exergue le fait qu'ils avaient le sentiment que ce n'était que le début de leur problème. Et ces résultats qualitatifs sont bien sûr soutenus par les données également, avec 62% des entreprises qui ont dit que leur chiffre d'affaires a baissé, 26% qui disent qu'il n'a pas changé, 6%, pour 6% des entreprises, les activités ont cessé et c'est celles qui ne sont donc pas présentes en dehors du Sénégal. Et sur le diagramme plus bas, vous voyez le pourcentage du chiffre d'affaires qui a baissé. Donc, 42, comme on l'a dit, vous voyez que 32%, pour 32% des entreprises, leur chiffre d'affaires a baissé de 50 à 75%. Donc, ce premier résultat qualitatif. Le deuxième, à la page 11,
ici, en fait, nos clients avaient compris, ce n'est pas une compréhension, mais une obligation d'être digitalisé. Nous avons donc posé la question, avez-vous ressenti un impact positif, en particulier sur votre business, dû à la situation actuelle? 42% des managers que nous avons interviewés ont répondu oui, une compréhension des apports du digital par les clients. Et l'un d'entre eux a donc précisé que ce n'était pas une compréhension, mais une obligation d'être digitalisé, et donc une vraie opportunité également pour le secteur en ce moment d'accompagner ces entreprises vers leur digitalisation. Le troisième résultat qualitatif, à la page 13, vous voyez sur votre gauche, la psychologie des clients fait qu'ils ont besoin de nous voir et que l'on pèse physiquement. C'était à la réponse « Quel impact la COVID-19 a-t-il sur votre stratégie d'expansion ou d'export » 80% d'entre eux connaissent un gros ralentissement ou arrêt de leur stratégie d'expansion ou d'export. Mais maintenant, si vous regardez en haut à droite, on a demandé quel est votre besoin le plus urgent. Et là, en première position, il y a eu la réponse du programme de crédit financier. Mais un retour qualitatif qui est revenu très régulièrement était le fait d'avoir des formations pour du développement commercial en ligne. Je l'explique un peu plus. Nombre des managers ont mis en avant le fait que c'était très difficile, particulièrement dû à la situation sanitaire actuelle, de contacter ou de démarcher de nouveaux clients par email. Et ils aimeraient bien que leur service commercial soit mieux guidé dans ces démarches, alors qu'actuellement les frontières sont fermées et il est difficile de se déplacer et de réaliser du business comme ils le faisaient auparavant. Dernier résultat qualitatif, à la page 15, vous voyez ici la question « Quelles sont les choses surprenantes sur votre entreprise que vous avez appris depuis le début de la crise ?» Les avantages du télétravail, flexibilité des horaires, communication dynamique et pas besoin de nos locaux chers. Nous y reviendrons dans les orientations stratégiques, mais la remarque sur les locaux et la possibilité de continuer le télétravail au-delà de la crise du Covid-19 est une réflexion que beaucoup des managers ont partagée avec nous lors des interviews. Donc, sans plus attendre, je vais vers les orientations et je vais commencer par la première sur la mutualisation des espaces de travail. Donc, comme mentionné, 70% des entreprises ont adopté le télétravail pour tous. Je précise que beaucoup d'entre elles ont adopté le télétravail, mais peut-être ont gardé une ou deux équipes encore au bureau et les cadres. Et donc, ils n'ont pas été inclus dans ce tous. Mais pour le reste, c'est 70% qui l'ont adopté. Et ils ont donc mis en avant la possibilité d'une alternance. 3 jours en présentiel, par exemple, et 2 jours à la maison en télétravail, bien qu'un quart d'entre eux disent avoir des difficultés dans la gestion de leurs équipes. Une grande partie pense également que c'est faisable et à continuer potentiellement suite au Covid. Et pour ce, beaucoup de managers ont mis en avant les espaces de coworking et l'optimisation des locaux. Donc, la possibilité d'aller dans un espace de coworking potentiellement pour rencontrer un client et non pas avoir besoin de louer des locaux à l'année pour ramener toutes leurs équipes qui doivent aussi faire face au transport le matin, l'après-midi. Donc, toutes ces raisons-là sont nous ont mené à cette orientation pour la mutualisation des espaces de travail. Il y en a 4, mais je me focaliserai sur la deuxième, qui est le quitus digital pour une exonération fiscale. Donc ça, c'est une recommandation qui a même été citée par l'un des managers que nous avons interviewé et qui a été soutenue également par les données. 46% des managers souhaitent une exonération fiscale de la part du gouvernement. Un quitus digital, on s'explique, permettrait aux entreprises labellisées d'être exonérées du paiement de leurs impôts à condition qu'elles investissent dans leur transformation numérique. Donc, une grande entreprise qui investirait dans sa transformation numérique, c'est aussi une possibilité pour les PME plus digitalisées souvent et plus agiles de les accompagner dans cette transformation et ainsi d'aider à la relance du secteur tout en mettant en avant ce que le digital et le secteur numérique peut apporter. Voilà, donc nous avons survolé ces résultats phares de l'étude et je laisse la parole à Ousmane et à Antoine Gomme, directeur de Optique. Et bien sûr,
nous restons là pour répondre à toutes vos questions. Merci encore à tous les managers et à nos partenaires. Bravo, hein, bravo Max, il a fait moins 10 minutes. Hein. Pour quelqu'un qui avait 10 minutes, il a fait 9 minutes et quelques secondes. Hein. Vraiment bravo. Merci beaucoup Max Smith hein, pour ses principaux résultats et enseignements de l'enquête. Nous allons bien sûr y revenir après la prise de parole hein, dans la seconde partie pour commenter un peu disons les enseignements clés de cette enquête. Nous allons à présent passer la parole à Antoine Ngom. Antoine Ngom, le président d'Optique, l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, pour son appréciation et puis quelques commentaires sur les résultats que Max vient de numérer tout à l'heure. Antoine Ngom, président d'Optique, vous avez la parole. Merci Ousmane. Donc vous m'entendez tous hein? On vous entend très bien, président. On vous entend très bien. Allez-y. Je voudrais d'abord, Ousmane, saluer la présence des ministères et des agences publiques. J'ai vu dans la liste de présence Ndeye Mouna Diop de l'économie numérique et des télécommunications. Oui. J'ai vu également Christine Sen du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. J'ai vu le SG de la CEPEX. Il y a peut-être d'autres des ministères que je n'ai pas vus. Et donc, ils m'excuseront si je n'ai pas pu les identifier donc, parmi les nombreux participants aujourd'hui à cette restitution. Saluer également les partenaires qui sont présents à cette restitution. Saluer bien entendu Diabel, ITC, tous les acteurs autour de NTF4, donc vraiment pour cette heureuse initiative. Saluer l'ensemble des membres d'Optique et l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui sont venus nombreux. On a vu aujourd'hui, là on est déjà à 73 participants. Je crois que vraiment c'est très très appréciable. Alors, on a l'habitude de penser, en tout cas, on a l'habitude de croire que le numérique, en fait, est l'un des principaux bénéficiaires de la situation actuelle, de la situation pandémique actuelle. Hein. Bon, si on s'appelle Netflix, je crois qu'effectivement, cela est vrai. Si on est un opérateur de télécommunications classique, on peut comprendre qu'on soit, en tout cas, au maximum faiblement impacté. En dehors de ces sous-secteurs, nous avons toujours défendu, en tout cas ici au Sénégal, que nos entreprises du numérique sont lourdement impactées. L'enquête menée au sein du CNP et d'Optique il y a 2 mois l'a démontré clairement, mais on pourrait toujours, étant donné que c'est nous dans nous qui l'avons fait, on pourra toujours, qui l'avons faite, cette enquête, on pourra toujours penser que, bon, ben, comme on a fait l'enquête en interne, bon, ben, on peut douter un peu de l'objectivité. Donc, c'est là tout l'intérêt hein, d'une enquête indépendante, donc comme celle qui est organisée par ITC et qui fait donc l'objet d'une restitution aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement Diabel. Je vois que Martin, je crois qu'il est connecté également. Martin Labbé, je te salue. Donc vraiment, je voudrais vous remercier pour cette enquête qui vient à son heure et qui s'inscrit dans le programme NTF4 que nos entreprises bénéficiaires apprécient beaucoup pour son impact. Nous espérons que notre demande de renouvellement, en tout cas du programme NTF4, trouvera une réponse positive donc de la coopération des Pays-Bas que nous remercions. Les résultats de cette enquête viennent en effet corroborer l'enquête interne qu'on a faite et confirmer l'alerte rouge que nous avons soulevée. Cette alerte, c'est si rien n'est fait, dans un horizon de 3 mois qui courait jusqu'en juin, on est en juin, il y aurait une baisse drastique des revenus et des emplois, beaucoup d'emplois menacés dans nos entreprises. Dans un horizon de 6 mois, ce serait carrément désastreux avec des risques de faillite. Donc cela a été démontré à nouveau avec cette enquête. Cette enquête, elle montre également
la croissance qui est stoppée net pour ce qui est de l'expansion à l'étranger. Ceci a été confirmé par 80% des entreprises qui ont fait l'objet de l'enquête. Votre étude montre l'intérêt les entreprises se sont organisées ainsi, montre vraiment avec intérêt comment les entreprises se sont organisées pendant cette pandémie et quelles sont les principales difficultés qu'elles ont rencontrées. Je crois peut-être que ce qui aurait pu être rajouté dans l'analyse, c'est peut-être le sous-secteur. On a parlé de taille d'entreprise, on a parlé de type de business, à savoir B2B, B2C, etc. Mais je crois que ça aurait été intéressant d'aborder les sous-secteurs parce que ça ne se comporte pas, en fait, cette pandémie-là ne se comporte pas de la même manière en termes d'impact suivant quand même les sous-secteurs. Quand on est un FAI ou un fournisseur de services à valeur ajoutée ou un MVNO ou une entreprise de téléservices ou un éditeur ou un intégrateur ou un opérateur de services universels autre, je crois que l'impact n'est pas forcément exactement le même. Donc, je pense qu'on aurait pu un peu creuser par rapport au sous-secteur. Je crois que ça aurait donné des résultats assez intéressants. Alors, en termes d'attente, je ne reviendrai pas dessus en détail parce que vous les avez présentés, mais elles concernent à la fois des actions aussi que pourraient mener les organisations professionnelles comme Optic, mais également l'État sénégalais. Je tiens juste à souligner que le ministère, ici, le ministère de l'économie numérique et le ministère de l'économie, du plan et de la coopération peuvent vraiment l'attester, que nous ne cessons depuis pas mal de temps, en fait, de faire le plaidoyer des entreprises du secteur quant à l'impact actuel de la pandémie. Rien que hier, donc, nous avons fait une rencontre hier avec le ministre Amadou Hott, hier, donc pour échanger sur l'efficacité du plan de résilience économique et sociale, son efficacité pour notre secteur, mais aussi discuter de la place du numérique dans le plan de relance en gestation. Donc, pour en fait le programme de résilience économique et sociale, je crois que les dernières circulaires, donc, vous les avez, améliorent quand même sensiblement, je veux dire, l'accessibilité des mesures aux PME qui sont donc lourdement impactées. Le représentant du ministère de l'économie, Christine Sell, certainement, reviendra dessus. En tout état de cause, ce que je voudrais dire, c'est que pour ce qui concerne le plan de relance, nous faisons tout pour faire passer, en gros, 3 grandes mesures. La première grande mesure, c'est qu'on demande à l'État de soutenir le plan de transformation digitale des entreprises. Nous l'avons vu, effectivement, ça a été dit par Max, c'est vrai que les entreprises maintenant ne sont plus à convaincre de la nécessité de la transformation digitale, donc ça va être un peu plus facile pour nous. Et donc, on espère que le programme que nous avons lancé en interne donc de transformation digitale des entreprises, qui est une mission qui nous a été confiée par le CNP et qui est exécutée par Optic, aujourd'hui devrait, je veux dire, avoir plus de succès. Et nous avons même poussé donc, la recommandation forte de l'étude qui est le quitus digital. Donc, c'est quelque chose que nous poussons aujourd'hui auprès du ministre Amadou Hott et dont j'ai parlé encore hier quand on s'est rencontrés. Je pense que ça, c'est un résultat concret de cette étude-là que nous poussons auprès du ministère de l'économie et nous avons bon espoir que combiné en fait à une prime faite aux entreprises qui se transforment digitalement, ça pourrait pouvoir booster cette transformation digitale des entreprises. Alors, nous avons une deuxième mesure, évidemment, aussi que nous poussons au niveau de ce plan de relance-là, qui est en fait la transformation digitale de l'administration. L'idée, c'est de partir des projets phares du plan Sénégal numérique 2025, réévalués, pour
dire voilà, ces 5 projets phares, on va faire des appels à projets pour que des consortiums d'entreprises du secteur privé puissent soumissionner et réaliser ces projets phares ici en local. On a montré vraiment à travers d'ailleurs la mobilisation de Dancovid qu'on a une expertise avérée ici qui est en mesure de réaliser tout type de projet. Donc on veut que ces grands projets phares de la stratégie Sénégal numérique 2025 soient confiés au secteur privé. Et un troisième point qui est de booster l'innovation. J'ai bientôt fini, hein, Ousmane. Donc concernant les mesures du gouvernement, je pense qu'effectivement l'étude aurait pu aussi s'appesantir un peu plus dessus pour voir quel est le feedback des entreprises par rapport à ces mesures du plan de résilience économique et sociale. Alors, je suis persuadé que cette pandémie, ça va constituer, c'est clair, hein, un déclic pour les entreprises et les administrations pour vraiment accélérer leur transformation digitale et peut donc représenter une véritable opportunité pour le numérique si l'État et le secteur privé prennent les mesures idoines qu'il faut donc. Je ne terminerai pas donc sans évoquer l'initiative Dan Covid-19 et saluer l'engagement de nos entreprises et tous les bénévoles malgré la situation difficile que révèle cette étude qui est indépendante. Ensuite, donc, féliciter Luca vraiment pour la qualité et le professionnalisme de l'étude, que nous ne manquerons pas de transmettre aux autorités, ça a commencé déjà, et remercier Morsen qui a suivi pour nous cette étude-là au niveau d'optique, ainsi que le secrétaire permanent, donc M. Seri. Merci encore à ITC et merci aux autorités donc, qui ont honoré de leur présence cette restitution. Voilà donc ce que je voulais dire comme intervention après la présentation donc, de la brillante étude de Luca. Voilà. À toi, Ousmane. Merci, merci Antoine Goma. Tu t'es fait trop président sur ce point en prenant beaucoup de minutes, hein, mais on n'attaque pas un président, donc je ne t'attaque pas, je vais passer. Mais j'ai quand même noté les 3 axes majeurs hein, que vous avez suggérés et sûrement qui ont fait l'objet d'une attention particulière pour le cabinet qui a réalisé l'étude. C'est la transformation digitale des entreprises en partant un peu de la SN 2025 avec des appels à projets à prendre en charge localement. Parce que vous l'avez dit et c'est vrai, à travers l'initiative dans le Covid-19, on a pu mesurer à quel point les entreprises basées au Sénégal, sénégalaises, étaient capables bien sûr de prendre en charge nos besoins locaux ici au Sénégal en termes de stratégie digitale, en termes de numérique simplement. Avoir le feedback des entreprises par rapport aux mesures du gouvernement, n'est-ce pas, sur la résilience économique. Vous avez également parlé, disons, en direction de Luca, le cabinet Luca avec Max Smith et son équipe, que l'étude aurait pu également spécifier un peu, hein, si j'ai bien noté, avec, disons, une attention particulière sur les sous-secteurs, parce que vous l'avez dit et c'est tout à fait juste, que tout le monde ne subit pas la crise de la même manière, hein, même si on dit parfois à tort que les acteurs de l'économie numérique ne ressentent pas la crise au même titre que les autres entreprises. Mais bien sûr, cela reste à discuter et c'est l'un d'ailleurs des objectifs de ce webinaire. Merci beaucoup, Président Antoine Ngom, président d'Optique, l'organisation des professionnels des TIC. Vous avez également parlé des décideurs et parler aux décideurs à qui d'ailleurs nous allons donner la parole tout de suite. Hein. Les ministères, nous allons démarrer par le ministère de l'économie numérique en donnant la parole à Madame Ndeye Maïmouna Diop qui est conseiller technique numéro 1 au ministère de l'économie numérique. Bonjour tout le monde, merci Ousmane pour me donner cette parole et merci à Antoine de m'avoir invité à cette réunion. J'étais un peu sur une autre réunion, donc je viens juste de prendre le call en route. Bienvenue alors. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord saluer cette étude qui vraiment nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact du Covid sur les sociétés du numérique. On va dire, l'impression générale, c'est que le numérique n'est pas touché, mais en réalité, on se rend compte que même
si le numérique a aidé à maintenir la résilience de l'économie mondiale, les entreprises qui sont dans le numérique sont quand même impactées par le Covid, du fait que leurs clients sont impactés dans la plupart du temps. Et le rapport le démontre, hein, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui craignent la faillite après le Covid. Et c'est vraiment bien et l'étude tombe à point parce que comme il y a un plan de relance qui est actuellement en cours avec l'État, je pense que ce sera une force de proposition de plus pour que dans ce plan de relance-là, que les entreprises qui sont dans le secteur de l'économie numérique puissent maximum bénéficier de ce plan de relance. Donc voilà tout ce que je voulais dire pour l'instant. Je reste à l'écoute. Et encore une fois, je voudrais remercier Antoine et tous les participants qui ont eu à faire cette étude-là et à nous le présenter. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndeye Maïmouna Diop, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'économie numérique et des télécoms du Sénégal. Nous allons à présent passer la parole à une autre grande dame de ce webinaire. Nous allons donner la parole à Madame Christine Sen, experte en développement du secteur privé, qui va revenir bien sûr d'abord en donnant son mot sur les conclusions de l'étude et puis en ajoutant un autre mot, un commentaire si elle veut bien. Ça dépend d'elle. Madame Christine Sen. Bonjour Monsieur Gueye, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, je remercie vraiment le CNP Optique à travers son président Antoine Gomme et de nous avoir associés à la restitution donc, de cette importante étude. Et d'abord commencer par féliciter la participation, votre participation en tout cas citoyenne, au travers de nombreuses innovations qu'on a pu noter dans la lutte contre la COVID-19. Vous avez parlé tantôt, Monsieur Gueye, d'Anne Covid notamment. Donc, les résultats, si je peux dire, les résultats de cette étude qui vient d'être présentée concernant donc l'écosystème des PME tech, du numérique en tout cas, je trouve qu'ils sont assez cohérents avec ce qui a été observé depuis donc le début de cette crise. Encore qu'on note peut-être une certaine agilité donc, des entreprises du numérique, compte tenu de leur secteur d'activité et de leur taille, avec notamment l'utilisation des nouvelles technologies qui ont facilité le télétravail. Pour nous, pour ma part, en tout cas, j'ai pris bonne note des besoins exprimés en termes d'allègements fiscaux et en termes de facilitation de l'accès au crédit. Comme vous le savez, le ministère, le gouvernement a mis en place, en tout cas, un plan de résilience. Peut-être je vais juste partager mon écran et peut-être vous inviter à... Est-ce que je peux? Oui, je vais essayer. Allez-y. Oui, normalement, vous pouvez. Je peux. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ce n'est pas encore mon cas. Non? Alors, tout le monde n'a pas les mêmes capacités en termes de... Alors, je vais partager l'écran. Vous allez sur partage écran et vous partagez votre écran. C'est ce que j'ai fait, mais il me demande de réaliser. Sélectionnez une fenêtre, la fenêtre que vous voulez partager et vous cliquez dessus. Écoutez, ça ne marche pas parce que ce que je voulais partager avec vous, c'était vraiment la plateforme que vous voyez directement, les mesures qui s'y trouvent. La plateforme, si vous faites www.covid19.economie.gouv.sn, vous pourrez voir les différentes mesures que le programme contient, ainsi que plus de détails sur les procédures d'octroi. Pour les bénéfices, pour cette réunion, je vais aller directement peut-être parler un peu plus de l'axe 3 de ce
programme de résilience. L'axe 3 qui a trait un peu à la préservation de la stabilité macroéconomique et dont les mesures vont en tout cas dans ce sens. Alors, toutefois, il faut savoir que nous sommes en train également de les amender, ces mesures, pour mieux tenir en compte les préoccupations du secteur privé et les attentes exprimées, notamment par les PME du secteur numérique. Pour le moment, au stade actuel, nous pouvons dire que le soutien disponible inclut des mesures d'ordre fiscal et des mesures d'injection de liquidités. Vous avez parlé dans les recommandations de l'étude d'exonération fiscale. Oui. Pour le moment, au titre des mesures fiscales, nous avons, il est prévu une suspension et des remises d'impôts. Donc, ce sont des mesures, il y a des mesures spécifiques pour les très petites entreprises et d'autres à caractère également financier. Donc, pour les mesures fiscales, il y a, je pense qu'Antoine doit être au courant, il a vu l'arrêté du 5 juin de la DGID qui revient un peu plus en détail sur la remise partielle de la dette fiscale. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on a. On ne peut pas parler d'exonération totale. Nous avons donc cette remise partielle et il y a un différé de paiement pour certains impôts et taxes. Voilà. Je crois que c'est ce qui concerne peut-être un peu plus donc les entreprises du numérique. Pour ce qui concerne les mesures à caractère financier, avec la DER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, certaines mesures spécifiques aux startups du numérique, notamment, ont été également prévues. Donc, je peux communiquer rapidement sur la mise en place d'une ligne de financement donc de 200 millions, communément appelée pré-Covid-19 DER. 200 milliards. Qui permettent, non, je parle de la ligne de financement d'urgence qui existe au niveau de la DER et qui permet aux entreprises de bénéficier de crédits entre 3 et 12 millions. Ça, c'est une ligne de financement qui permet de financer le BFR, les besoins en fonds de roulement de ces entreprises-là. Ensuite, il y a également le démarrage des investissements pour le fonds d'incubation, le Fabrique des startups, qui est pour le moment d'un montant de 196 millions, qui est aussi une ligne qui permet aux entreprises de bénéficier des prêts jusqu'à hauteur de 5 millions. Donc, tout ça, en plus, sera complété par un dispositif d'assistance technique en ligne pour les startups du numérique. Tout ce que je viens de vous énumérer sont des mesures de soutien à caractère fiscal ou financier pour booster, pour justement renforcer les PME du numérique et aussi impulser leur relance. Donc, je vous invite vraiment à prendre connaissance, voilà, je ne sais pas qui a pu afficher exactement, parcourir la plateforme pour un peu plus de détails. Je vous remercie. Merci Christine, merci beaucoup, c'était très clair, comme l'a précisé le président Antoine Ngom, nous avons bien noté et ça répond en partie aux recommandations du rapport, même si on va consacrer une seconde partie à ce point précis, c'est très très important. Merci beaucoup Christine Sen, experte en développement du secteur privé. Nous allons à présent passer la parole au ministère en charge du commerce et des PME. D'abord à travers M. Boubacar Mbodj, qui est le directeur du commerce extérieur. M. Mbodj, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Gueye. Donc, avant tout d'abord, remercier le consultant de Luca pour la qualité du résultat qui nous a remonté
concernant justement cette enquête pour évaluer un peu l'impact, bon, pour le moment, de la COVID-19 sur le secteur des TIC. Et effectivement, bon, les enseignements que nous avons retenus de cette enquête sont très, très enrichissants. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'arrêter sur les constats, mais vraiment de voir quels sont les enseignements tirés de cette situation et comment, en tout cas, mieux articuler des mesures qui permettront non seulement de maintenir à flot ce secteur qui commençait à donner satisfaction, mais également pouvoir continuer à promouvoir son expansion à l'international. Et effectivement, cette enquête révèle ce que nous savions déjà, à savoir les risques liés à cette forte exposition au marché extérieur sans une véritable implantation locale. Donc, je pense que là, c'est quelque chose qu'il faudra corriger, parce que comme on dit, l'international commence d'abord au niveau du local. Il faut d'abord avoir une assise solide sur son marché intérieur avant de pouvoir justement soutenir cette stratégie d'expansion à l'international. L'autre élément, c'est qu'il faudrait également que les entreprises du secteur sachent développer des partenariats durables au niveau des marchés d'implantation. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus d'aller fournir le service et de rentrer une fois la prestation réalisée. Je pense que dans une optique d'implantation durable, il est temps qu'on privilégie effectivement des formes de partenariat, de comptes entreprises, de filiales au niveau de ces pays, de telle sorte que ce genre de choc pourrait leur permettre justement de se prémunir, parce qu'actuellement, avec malheureusement les restrictions de déplacement, de tels services ne peuvent pas être fournis. Alors, si effectivement, parmi ces entreprises, il y en avait qui avaient déjà des succursales ou des représentants qui ont reçu un transfert de compétences, peut-être qu'ils auraient pu s'appuyer sur ces gens-là pour assurer la continuité de leur activité. L'autre élément, c'est effectivement le défi de maintenir le secteur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre justement d'assister en tout cas à une fragilisation de ce secteur. Il y aura un après-Covid et il faudra s'assurer que les entreprises soient en mesure justement de traverser cet orage, cette crise, dirais-je. Et c'est en ce sens vraiment qu'il faut saluer effectivement le fonds de 200 milliards que l'État a mis en place. Mais malheureusement, pour le déplorer, ce fonds pour le moment n'est pas encore mobilisé à la hauteur de son potentiel, parce que si je m'abuse, les mobilisations tournent autour de 5%, c'est très faible. Peut-être Christine Sen pourra, que je salue au passage, pourra me corriger. Et j'ai noté également qu'à leur niveau, ils sont en train de travailler à assouplir les critères, parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. Quand on regarde les critères qui sont mis en avant, la plupart de nos TPE et de nos PME seraient d'office écartés, alors que c'est eux-mêmes le cœur de cible. Les TPE, les PME et les entrepreneurs, c'est eux le cœur de cible et c'est eux qu'il faudra vraiment soutenir pour les aider à traverser cette situation. Et c'est en ce sens que je salue effectivement l'entregent du président Andron Ngom, donc pour avoir discuté avec le ministère de l'économie et réussir à stabiliser au moins 3 groupes de priorités, à savoir consolider les mesures actuelles du plan de résilience, mais tout en veillant à un assouplissement des critères d'accessibilité. Mais également, et là ça rejoint ma préoccupation, à savoir il faudrait que nos entreprises apprennent à d'abord prendre des options sérieuses sur le marché local. Et en cela, effectivement, cela ne se décrète pas. Il faudrait que l'État également puisse les associer à la mise en œuvre de tous ces projets de transformation numérique. Et là également, donc, Optique a été bien avisé de demander à ce qu'au moins les entreprises du secteur puissent prendre une option dans la mise en œuvre des projets de la stratégie 2025. Et le dernier élément, c'est par rapport soutenir la transformation digitale des entreprises. Je vais terminer par là. Nous, le ministère du Commerce, je ne vous apprends rien, nous avons élaboré une stratégie de développement du commerce électronique dont je salue la présence de son concepteur, à savoir le professeur Abdallah Sissé. Et dans ce contexte justement de crise, c'est une stratégie qui a été adoptée en décembre 2019. Et c'est au moment où nous nous apprêtions d'abord à
favoriser l'adhésion des acteurs à travers une campagne de vulgarisation que cette crise est survenue. Donc, cela a un peu remis en cause le plan qu'on avait mis en place et du coup, il a fallu s'atteler à la mise en œuvre de certaines priorités. Et d'ailleurs, hier, je vous apprends qu'on avait tenu un atelier de lancement pour justement vulgariser un outil de digitalisation que nous avons développé en relation avec TradePoint Sénégal pour aider les TPE, les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la transformation des produits locaux à mieux, en tout cas, être présents dans les espaces, dans les plateformes numériques. Donc, c'est la plateforme e-comcom. Donc, ça rejoint effectivement cette perspective de favoriser et de soutenir la digitalisation des entreprises pour dire que vraiment nous sommes en phase avec les propositions faites par le patronat à travers Optique afin de faire prendre en compte leurs priorités dans le plan de relance économique. Et d'ailleurs, il y a des éléments que le ministère du Commerce a fini de porter à l'attention du ministère de l'Économie et qui vont impacter justement les acteurs du commerce électronique. Voilà, M. Gueye, à ce stade, ce que je tenais à souligner. Et donc, me féliciter vraiment de ce travail que nous ne manquerons pas d'exploiter pour justement voir comment tenir en compte certaines préoccupations dans les stratégies que nous sommes en train de dérouler. Je vous remercie. Merci, hein. Merci beaucoup, M. Mbok. Merci pour ces mots. Nous avons retenu que, selon votre plaidoyer, bien sûr, que les startups sénégalaises doivent prendre une sérieuse option pour ce qui est du marché local. Et ça tombe bien avec l'annonce d'Antoine Ngom, le plaidoyer en même temps d'Antoine Ngom, que les entreprises sénégalaises vont être impliquées très, très sérieusement sur tout ce qui est marché, notamment dans le cadre de la transformation digitale de l'État du Sénégal. C'est un projet très, très sérieux parce que tout le monde le sait, sans transformation digitale, on tombe facilement, on est vulnérable et la crise sanitaire actuelle l'a montré malheureusement. Pour finir sur les prises de parole, nous allons à présent donner la parole à M. Bathie Ciss de la CEPEX qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être des nôtres ce matin. M. Ciss, un mot sur un peu les résultats, bien sûr, de cette enquête et un mot en tant qu'institutionnel rapidement avant de consacrer le reste du webinaire aux discussions. Je précise qu'il y a bien sûr d'autres acteurs qui nous suivent et à cela, nous ferons le plaisir d'ouvrir la parole tout à l'heure pour recueillir leurs avis et commentaires sur donc l'étude. Tout de suite, donc, la parole à M. Bathie Ciss. Merci beaucoup et rebonjour à tout le monde. Je ne vais pas être long, hein. Je ne vais pas être long parce que quand même nous sommes acteurs de cette étude avec le projet NTF4 et Optique. Et nous tenons tout d'abord à remercier le cabinet qui a fait un excellent travail et à les féliciter pour le travail qui a été fait et en si peu de temps et dans un contexte assez particulier. Remercier aussi et féliciter Diabel pour la mobilisation et la coordination de ce webinaire parce que j'ai lancé un bémol en temps normal, on n'aurait certainement pas autant de monde que nous avons ici. Je pense que nous avons tenu plusieurs réunions sur la problématique et sur le projet, mais nous n'avons pas pu mobiliser autant de monde. C'est fort heureux que voilà, tout le monde soit là, les différents ministères surtout, pour discuter de cette question. Je pense que nous n'avons pas grand-chose à dire, sinon de constater effectivement qu'on avait des inquiétudes au début qui sont confirmées. On avait à peu près des présupposés qui se sont confirmés. On a eu connaissance aussi d'autres problématiques et d'autres questions qui ont été soulevées. Je pense que c'est à nous, au niveau institutionnel, de les intégrer dans nos plans de travail et dans nos orientations stratégiques pour pouvoir accompagner au mieux le secteur en question. Peut-être quand on voit un peu la partie de l'étude qui parle un peu des difficultés particulières, ou bien là où le secteur nous attend, c'est plus les questions qui étaient là avant la COVID et qui sont là avec la COVID qui certainement vont s'exaspérer, mais qui seront là aussi après la COVID. C'est les exonérations d'impôts, c'est l'accès au financement, c'est l'accès au marché public.
c'est des garanties de financement. Donc, toutes ces questions-là sont là, reviennent, étaient là, sont là et vont encore revenir. Donc, je pense que c'est à nous d'intégrer au niveau institutionnel ces questions-là et dans les solutions futures, de bien donner une attention à ça. Pour ce qui nous concerne, nous, la question particulière du développement à l'international, de l'exportation des produits, je pense que Djabel confirmera que nous étions directement impactés parce que je pense que juste au début de l'étude, plutôt au début de la pandémie, on avait planifié une mission circulaire, une mission économique sur le Mali, sur le marché malien, comme nous avons eu à le faire sur le marché ivoirien, comme nous avons eu à le faire sur le marché burkinabé, avec des résultats très importants et très intéressants. Nous étions dans une perspective de pénétrer le marché malien avec une dizaine d'entreprises qui sont dans l'éthique dans le marché malien. Malheureusement, la COVID nous a empêchés de faire cette mission que nous replaçons dans l'agenda de travail pour continuer cette stratégie. Mais aussi, je pense que Djabel pourrait peut-être, à l'occasion, au besoin, pourrait revenir sur le fait que nous avons profité de ce moment aussi pour lancer avec le ministère des Affaires étrangères, plus particulièrement la direction de la promotion économique et culturelle, qui a mobilisé l'ensemble des conseils économiques et commerciaux du Sénégal au niveau des représentations diplomatiques dans tous les pays et dans tous les continents pour faire, je pense que la semaine du 5 juillet, exactement, on a fait un webinaire pour justement sensibiliser et un peu former ces conseils commerciaux-là sur les problématiques des entreprises du secteur des TIC et du BPO du Sénégal et partager avec eux la stratégie de promotion des exportations dans ce domaine-là. Et je pense qu'ils en demandent encore parce que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, la directrice de la promotion économique nous a appelé, Djabel et moi, pour demander qu'on se revoie pour essayer de relancer encore une deuxième phase de formation pour ces conseillers économiques et commerciaux dans les différents marchés à l'international. Donc, nous continuons sur ces projets-là en intégrant les résultats de l'étude que nous allons intégrer dans nos plans de travail et espérer aussi que les retours des entreprises après cette présentation vont consolider et confirmer certains résultats qui sont sortis de l'étude. Remercier vraiment tout le monde, remercier le Centre du commerce international, le CBI, au passage, et ensuite se féliciter qu'on ait pu mobiliser quand même, en dehors des acteurs, d'autres, les institutionnels, c'était pas toujours évident, mais bon, fort heureusement, nous avons pu le faire pour cette fois-ci et nous pensons que ça va continuer ainsi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Merci Boubacar pour cette question et cette interpellation relative au TPE. Nous sommes conscients qu'elle constitue vraiment une part assez importante du tissu économique du Sénégal. Aujourd'hui, le mécanisme de financement de 200 milliards, il était plutôt donc destiné, si vous voyez, aux PME et aux grandes entreprises. Notamment, par contre, nous avons quand même prévu dans ce mécanisme un dispositif de couverture des très petites entreprises. D'accord? Donc, ça, c'est prévu. Pourquoi ça a pris un peu de retard? Parce que, étant donné les contraintes, justement, de ces très petites entreprises, il fallait, de la part de l'État, mettre en place d'abord certaines garanties justement pour permettre aux TPE d'accéder au financement. Donc, ces garanties ont été mises en place et aujourd'hui, les financements sont mobilisés. Je peux dire que même les crédits sont actuellement octroyés. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Mme Diouf, la directrice du développement du secteur privé, n'est pas là. C'est justement parce qu'elle est actuellement en train de participer à la réunion donc, du comité qui s'occupe donc, du financement
Alors, ils sont en train donc actuellement d'étudier les dossiers pour passer les crédits. Donc ça, c'est juste pour rassurer le directeur du commerce extérieur que le dispositif qui a été mis en place donc, pour ces TPE est actuellement opérationnel. Je vous remercie. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Madame Christine. Nous allons donc prendre 15 à 20 minutes pour échanger sur les conclusions de l'étude. Je vois qu'il y a du monde, évidemment, parmi les participants qui sont là et nous les remercions chaleureusement pour avoir accepté de rejoindre ce webinaire. Nous allons donc prendre 15 à 20 minutes et comme j'avais dit, nous allons consacrer beaucoup de minutes aux participants, autrement dit ceux qui ne sont pas sous le présidium, mais bien sûr qui sont très, très importants pour nous, naturellement. J'ai envie de démarrer par Baïdessi qui demande un peu si les acquisitions, fusions ne seraient pas une bonne solution. Question peut-être pour lancer un peu le débat, mais on va y aller très vite pour embrasser beaucoup de questions en même temps. Je vais peut-être interpeller le président d'Optic, Antoine Ngom. Est-ce que les acquisitions, fusions seraient une bonne chose pour, dans cette COVID-19, dans ce contexte? Est-ce qu'un tel procédé serait une bonne chose, Antoine Ngom? Alors, moi, je pencherais plutôt, Ousmane, pour voir comment accompagner les entreprises pour qu'elles s'en sortent d'elles-mêmes. D'abord, je pense que c'est peut-être un peu prématuré, d'après moi, penser tout de suite à de la fusion-acquisition. En tout cas, moi, en tant que président d'Optic, j'interviendrai plutôt, je mettrai plutôt l'accent d'abord sur quelles mesures efficaces mettre en œuvre pour que les entreprises qui sont en difficulté soient sauvées d'elles-mêmes. Oui. Voilà. Mais après cela, je crois que les entreprises qui en expriment le besoin, l'organisation sera toujours là pour les accompagner si leur désir, c'est de voir comment se regrouper ou comment en fait fusionner et comment en fait aborder des questions d'acquisition. On est toujours là pour les accompagner. Oui, merci beaucoup, Président Antoine Ngom. Peut-être un mot, si Madame Ndeye Maïmouna Diop est toujours avec nous, conseillère technique numéro 1 au ministère de l'économie numérique. Un mot peut-être sur cette idée de Baïdessi avant de passer à d'autres questions. Ndeye Maïmouna. Merci Ousmane. Oui. Donc, sur la question qui est posée, c'est quoi? C'est la proposition que les gens se regroupent, c'est ça? Oui, je répète, c'est la proposition de Baïdi qui pose un débat en même temps. Il dit, pour faire face à cette crise, les fusions-acquisitions peuvent potentiellement sauver une partie de l'écosystème. Ne serait-il pas intéressant de mettre en place un cadre d'accompagnement, gouvernement du Sénégal, Optic, partenaires financiers, pour encadrer les fusions-acquisitions? Il pose en fait un débat. Et on aimerait avoir un peu votre regard là-dessus avant de passer à d'autres questions. Alors, moi le point de vue que je donnerais, c'est plus un point de vue personnel qu'un point de vue ministère, parce que c'est vrai que la réflexion n'a pas été entamée à notre niveau pour l'instant. Mais je serais comme Antoine pour dire qu'il faut effectivement que les entreprises soient sauvées individuelles, mais il est évident que pour qu'aujourd'hui les entreprises puissent ne serait-ce que répondre au marché public, ont besoin de grandir, de se fusionner et de mettre en place des consortiums. Même si l'État peut aider, et cela reste pour nous, en tout cas pour ce qui me concerne, étant l'expérience que j'ai eue dans ce domaine depuis plus de 20 ans, c'est que c'est d'abord une affaire de privé. Oui. Donc, les privés doivent d'abord s'entendre entre elles et pouvoir dire, OK, nous, on vient sur tel marché, on vient en consortium, et il y a des règles qui doivent définir avant de venir faire face à l'État. Par contre, ça donnera à l'État beaucoup plus de courage pour pouvoir donner ces marchés-là aux privés nationaux. C'est vraiment tout ce que je pouvais apporter pour l'instant. Merci. Merci Ndeye Maïmouna Diop. La parole, oui, présent, oui, Antoine Ngom. Vraiment, Maïmouna a raison et ça fait partie en fait des recommandations qu'on a données au ministère à savoir les grands projets de l'État. Pour y aller,
nos entreprises doivent se mettre en consortium. Hein. Donc ça, c'est très, très important. On sait que les PME prises individuellement, au-delà même des difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, même en situation normale, ne pourraient pas réaliser individuellement des grands projets. Donc, cet aspect consortium est très, très important. Voilà. Merci. Merci, Président Antoine Ngom, président de l'Organisation des professionnels des TIC. Une question pour Max Smith, hein, parmi l'équipe qui a réalisé l'enquête, et on les remercie encore une fois. C'est une question du directeur des TIC au ministère de l'économie numérique et des télécoms, Hachim Ndiaye, qui demande si la situation des opérateurs télécoms se reflète bien dans l'étude. Question à Max, rapidement. Excuse-moi, Ousmane, il y avait un peu de bruit. Est-ce que tu peux juste répéter la question rapidement? Avec plaisir. Il demande si la situation des opérateurs télécoms se reflète bien dans l'étude. Question de Hachim Malik Ndiaye, qui est le directeur des TIC. Ousmane, je suis bien la question, mais ce n'est pas ma question, hein, c'est pas moi qui ai demandé. Hein. Peut-être que vous êtes trompé. Excusez-moi hein, de vous rectifier. Non, c'est très bien comme ça. Excuse-moi, Hachim. Ou bien vous voulez me provoquer. Non, c'est plutôt la question de notre Ndiaye, pardon, Malik Ndiaye, qui est du collège. Ah, c'est Malik, oui, c'est Malik. Je signale que l'ARTP est partenaire sur ce projet. Donc, Malik Ndiaye de l'ARTP demande si la situation des opérateurs télécoms se reflète bien dans l'étude. Oui, Ousmane, merci pour la question. Malheureusement, il n'y a pas eu un angle particulier sur les opérateurs du télécom. Oui. Comme l'a soulevé Antoine et Madame Sen précédemment, on a posé la question, bien sûr, de savoir quelles sont les mesures gouvernementales qui aideraient le plus à faire face à la crise du Covid. Et en première position, il y a eu l'exonération fiscale qui est revenue à 46%, la ligne de crédit à faible intérêt à 20%, garantie auprès des banques à 10%, les subventions à 8%. Donc, ça ne répond pas à la dernière question que vous avez posée, mais ça rejoint donc les discussions de ces dernières minutes que nous avons eues et les mises en place des initiatives qui ont été présentées. Merci Max. Alors, ce point que je m'apprête à souligner, il a été souligné par Antoine Ngom dans son allocution tout à l'heure. L'initiative Dan Covid a montré ce que le secteur peut faire en termes bien sûr de participation, d'implication. Je pose la question à quelqu'un qui est de l'État, par exemple, Madame Christine Sen, si elle est toujours là, experte en développement du secteur privé, du ministère de l'économie et du plan, n'est-ce pas que les efforts fournis par l'écosystème sénégalais dans le cadre du Dan Covid sont évidemment la preuve, bon, même s'il ne manquait pas de preuves, mais sont la preuve aujourd'hui qu'on peut bien compter quand même sur nos acteurs nationaux, sur les grands projets. Christine Sen. Absolument, hein, monsieur Gueye. Donc, effectivement, nous-mêmes, je pense que nous avons été quelque part agréablement surpris par le dynamisme montré par les entreprises. Je pense qu'ils ont, dans un contexte très difficile, je crois que c'est humain que l'homme libère son génie créateur, et ça s'est traduit par donc les entreprises qui ont pu, notamment dans le secteur du numérique, saisir les opportunités qui se sont offertes à elles donc durant cette période. Maintenant, l'État doit maintenant également les renforcer, faciliter l'environnement et mettre en place les conditions cadres pour accompagner justement cette nouvelle impulsion, cette nouvelle dynamique et leur permettre vraiment de développer leur activité. Ça, c'est très, très important. C'est la raison pour laquelle, donc, dans un premier temps, dans le cadre au moment où c'était vraiment difficile, c'était un programme de résilience qui avait été mis en place pour soutenir notamment la trésorerie des entreprises parce que elles étaient touchées par rapport à ça, et puis l'État avait aussi à cœur de soutenir la préservation des emplois. Aujourd'hui que nous sommes dans la relance, c'est vraiment tout l'environnement global que nous regardons,
et notamment aussi mettre en place un dispositif qui accompagne l'investissement un peu à plus long terme de ces entreprises pour qu'elles puissent justement grandir, se développer et puis jouer le rôle qu'on attend d'elles dans l'économie. Merci beaucoup Christine Sen. Je retourne la parole à Antoine Ngom. Président d'Optic, on parle beaucoup de l'accès à la commande publique et locale. On en parle depuis longtemps. Est-ce que vous, en tant qu'Optic, en tant qu'association qui regroupe les acteurs des professionnels de l'économie numérique au Sénégal, est-ce que vous sentez que ça bouge un peu sur cet éternel pour taquiner un peu plaidoyer autour de l'accès à la commande publique et locale? Antoine Ngom. Alors, merci Ousmane. Je ne pense pas que ça ait bougé plus aujourd'hui qu'avant. Par contre, je crois également qu'il y a, franchement, à travers cette pandémie et la mobilisation bénévole des acteurs, combinée, je veux dire, au nouveau projet de loi PPP, tout cela combiné nous amène à être quand même optimistes pour dire qu'on devrait pouvoir peser encore plus pour cette revendication, pour ce plaidoyer qu'on porte depuis longtemps. Donc, concrètement, c'est vrai que ça ne s'est pas encore vraiment matérialisé, mais la situation actuelle devrait être favorable à ce que les choses s'améliorent et on va s'y employer. Merci Antoine Ngom. Alors, question de Souleymane Ndiaye qui pose la question à tout le monde. Il dit « Il nous faut savoir que l'économie numérique va au-delà de ces considérations et conceptions telles que vouloir matérialiser, telles que voulues par nos politiques. » Après, il ajoute ceci. Ce qu'il nous faut pour l'État, c'est d'assainir et de rendre propice l'environnement des affaires. Il ajoute « Nous ne voulons pas d'assistanat, mais de libérer les énergies. » Un commentaire peut-être de la part de Ndeye Maïmouna Diop sur ce poste de Souleymane Ndiaye qui participe évidemment à la discussion. Ndeye Maïmouna Diop du ministère de l'économie numérique. Merci Ousmane. Je pense que la réponse est dans la question. Il ne s'agit pas d'assistanat. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a démontré que les entreprises ont énormément de talent et d'innovation. Ils ont su démontrer et surtout de réactivité. Donc, je pense que c'est juste qu'un cadre doit être mis en place et on l'a abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, les marchés publics ne sont peut-être pas tous accessibles aux entreprises des PME du Sénégal. Oui. Et la majorité de ces entreprises-là cherchent des marchés d'ailleurs dans la sous-région et en dehors du Sénégal. Et cela pose le problème de la résilience parce que si la majorité des PME sénégalaises vivent sur un chiffre d'affaires qui gagne à l'extérieur, en cas de pandémie, évidemment, ils sont impactés. Donc, comment faire pour que les marchés du Sénégal soient mis à disposition des PME sénégalaises dans le titre? Je pense que c'est une question, c'est une problématique qui est importante, qui doit être adressée et qui est tellement complexe qu'on ne peut pas résoudre ça en une fois. Donc, je pense qu'il y a une grande réflexion à faire et je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé est assez impliqué dans la mise à jour de la stratégie SN 2025, dont la mise à jour qui est en cours va permettre aussi de mettre en place un plan d'action. Je pense que c'est là où le secteur privé doit aussi être plus présent et proposer des solutions, être avant-gardiste et aller être vraiment très, on va dire, faire beaucoup de marketing, être très agressif et pour apprendre ces marchés-là et pouvoir développer le numérique et la transformation digitale, mais aussi pouvoir gagner de l'argent parce que le secteur privé doit pouvoir gagner de l'argent. Merci. Merci Ndeye Maïmouna Diop. Je signale que les autres webinaristes, entre guillemets, pour faire un néologisme, ils peuvent rebondir à tout moment. Mais en attendant, ça me semble intéressant cette intervention de Souleymane Ndiaye. Le second aspect de l'intervention, et là je vais faire réagir Antoine Ngom, il dit concernant les entreprises, je pense qu'elles doivent se montrer beaucoup plus aptes à faire face aux chocs qui sans doute viennent et viendront dans ce contexte de mondialisation. L'État social ne peut pas gérer
de tels chocs sans la mainmise de ces entreprises locales, entreprises à capacité majeure, contrairement à ce que nous constatons au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Souleymane Ndiaye, économiste financier, chercheur en économie numérique. Quelles peuvent être également, Antoine Ngom, sans qu'on attende évidemment tout de l'État, la contribution des grosses entreprises qui sont là à côté et qui peut-être ne sont pas impactées au même titre que les autres? Antoine Ngom, président d'Optique. Oui, merci. Ousmane, alors je crois qu'effectivement, il n'a jamais été dit que le secteur privé vraiment attendait tout de l'État. Hein, oui. Et quand on entend les différentes interventions, faut pas qu'on pense que nous, on est là et puis on attend que l'État fasse tout pour nous. Non. Ce que l'on demande à l'État, c'est ce que le secteur privé de tous les pays demande à leur État. Je veux dire, on ne demande pas plus que ce que demandent les autres. Et je veux dire qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas imaginer qu'en France ou aux États-Unis, que certains projets échappent au secteur privé. On ne demande que cela. On ne peut pas imaginer que l'identité numérique soit confiée à une structure étrangère. En France ou aux États-Unis, on ne peut pas imaginer que le foncier soit géré par des structures étrangères. Il y a des domaines de souveraineté où on pense qu'on est en plein droit en tant qu'acteurs locaux de demander à ce que ces projets-là soient confiés à des entreprises nationales. Donc ça, on ne demande pas trop, on ne demande que ce qui nous semble être tout à fait normal. En dehors de ça, nos entreprises, effectivement, n'attendent pas cela pour se développer et vont chercher, très apprécié d'ailleurs à l'étranger. Hein. Quand on regarde l'étude de Luca, on voit que beaucoup d'entreprises ont une part importante de leurs revenus qui sont faits à l'étranger. Donc, on a des entreprises très dynamiques qui savent se débrouiller, qui savent, je veux dire, aller chercher les marchés à l'extérieur et ont une expertise qui est très appréciée. Nous participons également, je veux dire, on est très présent dans toutes les rencontres où on discute de ces sujets-là. Je le disais, j'étais encore hier avec le ministre Amadou Hott et donc on défend nos positions, on défend l'intérêt du secteur privé. Maintenant, je dois dire aussi qu'effectivement, les grandes entreprises, notamment du secteur, je veux dire, gagneraient à plus de collaboration avec les startups et les PME. D'ailleurs, qu'ils soient du secteur ou pas, hein, mais je pense qu'on doit avoir plus de collaboration, plus de partenariat avec les entreprises du secteur, même pour faire de la co-innovation, soutenir les incubateurs, etc. Donc, je suis d'accord, oui, effectivement, chacun doit jouer sa part et les grandes entreprises doivent également jouer leur partition dans ce cycle. Merci, hein. Je vois que l'heure avance très vite. Il nous reste quelques 5 à 7 minutes. Je relais d'autres interventions à travers le fil de la conversation. Je prends par exemple l'intervention du professeur Abdallah Cissé. Qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de soutien et d'accompagnement, mettre en place par exemple un journal des TIC et de l'innovation qui va aider les jeunes entrepreneurs à apprendre de modèles comme Antoine Ngom, comme professeur Seck. Si quelqu'un veut peut-être réagir un peu dans le présidium, entre guillemets. Si vous voulez, je peux répéter la question. Hein. Qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de soutien et d'accompagnement, mettre en place un journal des TIC et de l'innovation qui va aider les jeunes entrepreneurs à apprendre de modèles comme le président Antoine Ngom, comme professeur Seck, comme d'autres. C'est une question de Abdallah Cissé, le professeur Abdallah Cissé. Peut-être, oui, président Antoine Ngom, allez-y. Non, mais je pense que nous, on essaie juste d'être au service. Hein. On n'est pas franchement des modèles. En tout cas, je ne me considère pas comme cela. On est au service. On est au service de la communauté. On est au service des entreprises, que ce soit quelle que soit leur taille, et au service des porteurs de projets, des startups. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un écosystème qui accompagne,
qui commence à accompagner quand même ces porteurs de projets, ces jeunes startups, etc. On a parlé de l'ADER. Effectivement, quand même, ils ont à la fois les budgets et les dispositifs pour accompagner aujourd'hui. On a des incubateurs aujourd'hui qui, tant bien que mal, accompagnent les porteurs de projets et les startups. Donc, je crois qu'on est en train de construire un écosystème quand même. Depuis la création de l'incubateur CETIC Dakar il y a 10 ans, on est en train de construire quand même un écosystème pour accompagner ces porteurs de projets et ces startups. Là où, à mon avis, il manque quelque chose dans le dispositif, c'est peut-être plus pour les PME, parce que je crois que les startups, quand même, ont aujourd'hui un certain nombre d'accès. Et je salue d'ailleurs la loi startup qui a été votée et qui va pouvoir en fait renforcer ce dispositif-là. Et j'ai justement demandé hier au ministre de l'économie que les décrets d'application qui vont faire que cette nouvelle loi startup s'applique doivent être vraiment accélérés pour que, je veux dire, on ait un dispositif opérationnel pour ces startups. Voilà. Donc, je crois que c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place pour accompagner à la fois les porteurs de projets, les startups et les PME. Et je salue quand même ce que fait la DER et ce que, je veux dire, le président de la République va insuffler en matière de start-up et de porteurs de projets. Voilà. Merci Antoine Ngom. Il faut quand même que je reste avec vous, ne serait-ce que pour une minute, sur une question de Mohsen Chirara, le patron de ARC Informatique. Il dit bonjour, pour les mesures d'accompagnement du gouvernement, est-ce que par exemple Optic peut être le porteur de la démarche pour une action groupée auprès de ces entreprises membres? Cela permettrait peut-être d'accélérer, de faciliter la démarche auprès du gouvernement, car le temps joue contre les entreprises. Vraiment, quelques secondes, s'il vous plaît, Antoine Ngom, sur cette interpellation de Mohsen Chirara, rapidement. D'accord, très bien. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Et hier, d'ailleurs, on était en train de... On avait décidé, peut-être que, bon, comme Mohsen n'était pas avec moi au niveau du ministère de l'économie, on avait décidé que moi, en tant que président d'Optic, que je fasse une correspondance pour le compte de l'ensemble des opérateurs alternatifs. Quand je dis opérateurs alternatifs, il y a des FAI comme ARC, il y a les MVNO comme Sirius, Promo Mobile, il y a des fournisseurs de services à valeur ajoutée, etc. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont des opérateurs alternatifs qui pourraient se mettre ensemble et en fait que je puisse en tant que président d'Optic porter leur argumentaire et saisir de manière globale les autorités. Donc ça, je pense que pris sectoriellement, ça pourrait être peut-être plus efficace que prendre un ensemble qui englobe tout le monde. Par contre, à côté, il faudrait que les entreprises de services numériques qui ne sont pas des opérateurs comme ceux que je viens de citer, oui, qu'on puisse peut-être écrire aux autorités, mais c'est ce que je fais déjà. Hein. J'ai déjà écrit au ministère de l'économie numérique, j'ai écrit au ministère de l'économie, enfin un courrier qui a été transmis au ministère de l'économie et qui a valu la rencontre d'hier. Donc, je porte la parole de l'ensemble, mais effectivement, je pense que par rapport à certains sous-secteurs, on peut faire intergrouper. C'est-à-dire que je pourrais, ce sera plus efficace de dire, voilà, les opérateurs alternatifs, voici leurs problématiques et voilà comment on doit pouvoir les résoudre. Les entreprises qui font du service dans le numérique, voilà leurs problématiques. Les entreprises qui exportaient, voilà leurs problématiques, etc. Donc, oui, je suis d'accord, c'est une bonne idée. Il faut voir quel est juste le niveau de granularité qu'il faut prendre dans la réponse aux autorités. Voilà. Deux minutes encore, hein. 2 minutes encore. Une question très pertinente là aussi concernant les participants. Question à sûrement Max Smith de Luca. La question dit, Max, est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires des 50 entreprises que vous avez interrogées dans votre enquête? Rapidement, est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires de ces entreprises-là? Non, parce que déjà, cette étude a été menée de manière anonyme avec les 50 managers. Et pour nous, l'important, c'était de savoir si le chiffre d'affaires avait diminué ou augmenté.
pour qui, ceux qui sont plus à l'export ou concentrés sur le marché national, et après de savoir de quel pourcentage est-ce que ce chiffre d'affaires a baissé. Donc, c'était ces informations-là qui nous paraissaient les plus pertinentes quand on a rédigé le questionnaire avec les différents partenaires, et non pas de rentrer trop dans les détails de la situation économique des différentes entreprises. Merci, merci Max. Alors, j'ai moins entendu, hein, pour ne pas dire, je n'ai pas du tout entendu dans la seconde partie Boubacar Mbodj du ministère en charge du commerce et des PME et Bathie 6 de l'ACPEX. S'il peut peut-être prendre le mot un peu en dernier, puisqu'on est presque arrivé à la fin de ces échanges, un mot par rapport aux perspectives au pluriel. Par exemple, on peut démarrer par Boubacar Mbodj du ministère du Commerce et des PME. Il est toujours là. Sinon, est-ce que M. 6 est là, Bathie 6 de l'ACPEX? Oui, je suis là. Allez-y, un mot peut-être sur les perspectives, l'implication peut-être d'une structure comme la vôtre pour les perspectives. Oui, je pense que pour les perspectives, nous continuons de nous concentrer sur le projet NTF4 et les enseignements que ça va donner, et qui vont nous permettre, une fois que le projet sera terminé, déjà de travailler pour trouver un autre projet similaire qui va accompagner les acteurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, cette étude nous a certainement confirmé certaines de nos inquiétudes, mais aussi nous a renseigné sur d'autres éléments que nous allons prendre en compte dans la stratégie d'accompagnement, parce que nous avons déjà une stratégie de promotion export des services IT et BPO. Et nous continuerons à dérouler. Certainement, nous allons voir dans cette étude-là comment ajuster notre intervention pour que ce soit beaucoup plus ciblé. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous continuons déjà dans le cadre du projet à accompagner ces entreprises-là pour le développement à l'export. Je disais tout à l'heure que nous étions en contact avec les différents conseils économiques qui vont certainement nous dire quel est l'intérêt d'un marché X, Y ou Z. Par exemple, le conseil économique au niveau de la Chine nous demandait s'il y avait des plateformes, par exemple, s'il y avait une plateforme de commercialisation dédiée au marché chinois. Parce qu'il y a beaucoup de produits sénégalais qui sont vendus en Chine, mais que c'est plus des Chinois qui font cette opération-là. Donc, ils nous demandaient s'il y avait de plateformes de commercialisation spécialisées dans les produits qui sont envoyés en Chine. Donc, c'est un ensemble d'informations, de retours d'informations que nous allons avoir agrégés et mettre dans la stratégie globale de promotion des exportations des produits dans le domaine des secteurs des IT, BPO. Et tout de suite, je disais aussi à l'entame de mon propos que nous envisageons de faire d'autres marchés de la sous-région parce que nous pensons qu'effectivement, quelqu'un l'a dit, les entreprises sénégalaises dans le domaine des IT et des BPO de façon générale sont très présentes sur le marché de la sous-région, sur le marché africain. Et le contexte aujourd'hui s'y prête parce qu'on parle de zone de libre-échange continentale, donc aller au-delà du marché de la CEDEAO, aller dans le marché de l'Afrique centrale et dans le marché de l'Afrique de l'Est serait très, très, très intéressant. Voilà. Merci, monsieur Si, secrétaire général de l'ACPEX, hein, pour ces mots et surtout pour ces assurances pour la suite. Je vais donner... Antoine Ngom? Oui, Ousmane, je crois qu'il y a l'ADPME qui est là. Oui, l'ADPME que l'on remercie d'ailleurs, hein, qui s'est beaucoup impliqué. Si quelqu'un veut prendre la parole une minute au niveau de l'ADPME, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Sinon, en attendant, on va vous réserver le mot de clôture, Antoine Ngom, en attendant d'avoir quelqu'un au niveau de la DPME. Un mot de conclusion à vous, Antoine Ngom, président d'Optique. Surtout, par rapport à ce qui va venir et surtout par rapport donc à ces perspectives-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes l'organisation des professionnels des TIC, parce qu'on parle des entreprises numériques sénégalaises ici. Antoine Ngom. Oui, Ousmane, en tout cas, pour clôturer, je voudrais renouveler mes remerciements vraiment à ITC et à la coopération néerlandaise hein, qui nous a permis d'avoir cette étude-là à travers le projet NTF4.
vraiment les remercier pour tout ce qu'ils font pour nos entreprises bénéficiaires, qu'ils assistent pour l'export. Et je crois que leur impact est réel. Les remercier pour cette étude qui vient vraiment à son heure et qui corrobore vraiment ce que moi, en tout cas, en tant que président, je reçois en feedback des entreprises du secteur depuis le début de cette pandémie-là. Et donc, ça le formalise, ça le corrobore, c'est dans une forme vraiment, en tout cas, très professionnelle que nous allons donc transmettre, en tout cas, aux autorités. Donc, dire que l'organisation va, en tout cas, continuer à s'investir pour venir donc en assistance aux entreprises, à la fois sur le volet de résilience pendant la période de la pandémie. Aujourd'hui, depuis quelques jours, en tout cas, il y a des circulaires qui sortent et qui allègent en fait les conditionnalités d'accès aux mesures du PRES, donc du plan de résilience économique et sociale. Et on en a parlé tout à l'heure en matière, Christine en a parlé, en matière d'exonération fiscale, de remise de dette, en matière financière, etc. Et donc, je vais demander au secrétariat permanent d'organiser en fait une conf call spécifiquement donc sur ce volet-là pour expliquer vraiment aux entreprises les dispositions qui ont été allégées parce qu'au début, effectivement, nos entreprises me disent ces mesures-là ne sont pas pour nous, nous n'avons pas accès. Et je crois que depuis quelque temps, avec les efforts du patronat et les échanges avec le ministère de l'économie, beaucoup d'allègements dans les conditionnalités ont été faites, des mesures pratiques ont été édictées. Et je crois qu'aujourd'hui, clairement, il y a des choses à prendre pour aider les entreprises. Et donc, je vais demander au secrétaire permanent, M. Sey, d'organiser donc avec les experts fiscaux du CNP une conférence, une visioconférence pour expliquer de manière très claire et de manière pratique comment bénéficier de ces mesures-là et des nouvelles conditionnalités. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on pousse. Aujourd'hui, le plan de relance est en gestation. On a obtenu, il y a une chose déjà, c'est que le secteur du numérique fait partie des secteurs cibles du plan de relance. Ça, c'est déjà une chose de gagner. On fait partie des secteurs cibles du plan de relance. Deuxièmement, on a poussé, je veux dire, des mesures fortes au niveau du ministère de l'économie. Et une des mesures fortes concerne un des résultats de l'étude, à savoir le quitus digital, qu'on va renforcer avec une prime à la transformation digitale. Donc, plusieurs mesures donc, fortes qui ont été, en tout cas, portées à la connaissance du ministère de l'économie. Et on va se battre pour que, en fait, ces mesures figurent en bonne place dans le plan de relance. Remercier en tout cas les autorités, le ministère de l'économie numérique qui vraiment soutient fortement le secteur et a été à l'origine de la mise en relation avec le ministère de l'économie et ces deux ministères vraiment ont en tout cas bien compris notre problématique et nos besoins et poussent pour que les mesures que nous préconisons soient mises en place. Remercier le ministère du Commerce qui est avec nous dans cette étude-là et qui ne ménage aucun effort. J'étais hier au lancement donc, de la plateforme e-commerce Sénégal et e-comcom. En période de Covid, je crois qu'ils ont beaucoup fait aussi pour soutenir le commerce électronique, pour soutenir les commerces, en tout cas, surtout de petite et moyenne taille, en utilisant les technologies du numérique. Et donc, on tient à les remercier également. Voilà, donc remercier la DEPME, qui est un partenaire stratégique, l'un des meilleurs d'ailleurs au Sénégal, le partenaire stratégique d'Optic. Et je sais qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Je crois que j'ai vu passer d'ailleurs le message du SG qui a relevé d'ailleurs le niveau de support à nos entreprises. Oui. De COVID. Voilà donc Ousmane, ce que je voulais faire, féliciter vraiment Luca, féliciter
ITC, féliciter vraiment tous les acteurs et surtout tous ceux qui sont là. On est 62 encore hein, oui. Dans le call. Oui. 1h30 après avoir démarré presque cette rencontre-là. Et donc, vraiment, merci à vous tous pour votre contribution. Franchement, ça va au-delà un peu de mes espérances, la participation qu'il y a eu dans cette conf call. Merci Ousmane, à toi et bravo donc, en tout cas pour avoir modéré comme toujours. Merci pour la confiance. Merci Président Antoine Ngom, président de l'Organisation des professionnels des TIC. Merci des applaudissements digitaux nourris pour Luca, l'équipe de Max Smith, pour avoir conduit avec brio. Ça, les acteurs l'ont reconnu au cours de ce webinaire. L'enquête qui a porté sur 50 PME de la tech sénégalaise, l'impact de la COVID-19 sur leur business au quotidien. C'est vrai, certains l'ont demandé, même si ça n'a pas été au rendez-vous. Une idée un peu du chiffre d'affaires concernant ces 50 grands acteurs de notre écosystème numérique. Mais comme ça a été dit également par Antoine Ngom, c'est peut-être à venir dans une autre enquête et une autre enquête qui va montrer peut-être, qui va spécifier davantage parce que comme on l'a dit, tout le monde ne subit pas de plein fouet ou pas d'ailleurs l'impact de la même façon, de la même manière. Merci à Luca, merci à Optique, merci aux différents partenaires, l'UNDP, l'RTP, l'FD Sud, l'ADPME, le PTN, le Parc des technologies numériques de Diamniadio, le PNUD. Merci à Diabel Ndao et son équipe avec le NTF4 Sénégal. Merci aux différents partenaires ministériels, le ministère de l'économie numérique et des télécoms, le ministère du commerce, le ministère de l'économie et du plan. Merci à tous les acteurs d'avoir vraiment pris part, je dis bien une part active à ce webinaire et merci encore une fois et à très bientôt.